êtes bel et bien sur Gabon Télévision. L'actualité de ce lundi 9 décembre 2019 reste dominée par la Nationale 1 qui connaît une dégradation très avancée. Une réelle préoccupation pour le gouvernement qui met tout en œuvre pour pallier cette situation et mettre en place un plan d'urgence. La journée nationale de lutte contre la corruption célébrée ce jour sous le thème « La corruption dans les marchés publics ». Des conférences-débats ont été initiées avec des responsables des entités administratives pour mieux appréhender les missions des uns et des autres. Et puis, retenez également dans ce journal, nous parlerons de la promotion de l'entrepreneuriat pour aider les jeunes à faire face au chômage. L'Office national de l'emploi a primé une vingtaine de jeunes. Voilà ce qui constitue l'ossature de cette principale édition d'information. Bienvenue à tous. Double audience ce matin à la primature. D'abord cette séance de travail entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et la responsable d'équipe régionale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. J'ai cité Madame Katifal. Toutes ces pathologies étaient donc à l'ordre du jour entre les deux personnalités. Par la suite, c'était au tour du président du Conseil national de la démocratie d'être reçu par le Premier ministre. Le condensé de toute cette actualité avec Guifrey Ndongobian sur les images de Thierry Mandaka. Partenaire du Gabon depuis 2004, le Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a investi plus de 34 millions de dollars américains pour la lutte de ces trois maladies et le renforcement du système sanitaire gabonais. L'État et ce partenaire doivent amorcer un nouveau cycle de financement. Nous sommes à l'orée d'un nouveau cycle de financement qui va être lancé pour les années 2021-2023 et dans la continuation du cycle actuel qui va se terminer en 2020. Donc nous sommes venus au Gabon pour rediscuter de notre partenariat qui aujourd'hui s'articule autour du volet renforcement de la réponse à la tuberculose, rediscuter les contours donc de nos investissements au niveau du Gabon en ce qui concerne la tuberculose et le renforcement du système de santé pour une meilleure, je dirais, santé des populations gabonaises. Dans le cadre du bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Premier ministre a reçu en audience Maître Séraphin Dao, le président du Conseil national de la démocratie. Le Premier ministre est aussi membre du Conseil national de la démocratie. À ce titre, je lui dois quelques explications sur des sujets. Et nous allons tantôt organiser une assemblée générale qui regroupe tous les partis politiques. Il était donc temps que je vienne discuter avec lui. C'est un sujet qui sera abordé au cours de cette assemblée générale. Alors, comment se porte le CND? Dans les prochains jours, le Conseil national de la démocratie tiendra une assemblée générale qui verra la participation des partis politiques de tous bords. Cette réunion d'urgence toujours à la primature où Julien Kogibé-Kalé a devisé avec le ministre des Travaux publics et les opérateurs économiques. La route nationale 1 était donc à l'ordre du jour. Il est question aujourd'hui d'élaborer un plan de réhabilitation d'urgence de cette voie principale qui relie Libreville à l'intérieur du pays. Retrouvant Guifrey Ndongobian, Thierry Mandaka. Au regard de la dégradation avancée de la route nationale 1, Julien Kogibé-Kalé a convoqué une réunion sectorielle d'urgence pour que le calvaire connu par les usagers de cette route prenne fin. Le Premier ministre nous a réunis avec les acteurs pour trouver une solution définitive avant que le PPP qui a été signé ne soit mis en œuvre. Donc il s'agit ici de rendre la circulation, l'axe routier circulable dans toute saison. Donc nous avons donc fait cette réunion pour mettre en place une stratégie qui permettrait que nous puissions pallier à tous les points noirs sur le réseau avec le groupe et rendre la circulation fluide. En attendant le lancement des travaux de grande envergure en juillet prochain, une réhabilitation immédiate s'impose. Dans l'urgence, c'est d'abord les travaux de confortement. Il s'agit d'enlever d'abord au niveau de tous les points noirs, donc d'enlever les matériaux impropres, de mettre des blocs granitaux, des blocs latéritiques et remonter par des matériaux plus fins, notamment du concassé. Et ensuite compacter, n'est-ce pas, et faire de l'assainissement. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le problème de la route, c'est d'abord l'eau. Il faut évacuer l'eau au maximum pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir la chaussée qui est mise hors d'eau. Donc, on doit évacuer les eaux. Et donc, ces travaux, ce n'est pas des travaux définitifs, mais ces travaux qui permettraient, n'est-ce pas, d'assurer une circulation fiable. En plus de rendre difficiles les déplacements entre la capitale et l'intérieur du pays, le piteux état de cette route peut entraîner des répercussions économiques que le gouvernement tient à éviter coûte que coûte.
Ouvrons à présent le dossier de la rédaction de Gabon Télévision, notamment sur la Nationale 1. La circulation est impossible depuis quelques semaines, plus précisément entre le PK76 et le PK78. Le gouvernement s'attelle à mettre tout en œuvre pour qu'une solution palliative, soit-elle, puisse être trouvée pour soulager tant soit peu les populations, mais également les automobilistes. Octavie Yolande, Gérard Manienne. Pour permettre aux usagers de circuler librement sur la Nationale 1, sous l'œil attentif du secrétaire général du ministère des Travaux publics, Aurélie Toutoum, des engins de type niveleuse, compacteur, des pelleteuses, des bulldozers ont suffi à ces ingénieurs de mettre en exergue leur ingéniosité. Nous sommes là pour traiter ces bourbiers, pour permettre aux usagers de circuler en entendant les travaux de la Transgabonaise. Donc, ce n'est pas des travaux définitifs, mais c'est pour soulager la population. Avec l'appui de la société Axona, le rechargement du bourbier a été effectif et dès l'entame des travaux de compactage, les techniciens ont promis terminer au bout de 3 semaines. Pour la structure de la chaussée, nous avons prévu évacuer déjà tous les matériaux pollués. Ensuite, faire un apport de matériaux, surtout en bloc. Il nous faut une grande quantité et du 0,25. La route nationale 1, appelée route économique, constitue l'épine dorsale d'un pays, également un lien incontournable dans les échanges entre Libreville et les pays de la sous-région. Notons toutefois qu'au niveau d'un Toumé-Andem, un début de solution, car sur ce tronçon, la circulation a tout de même repris. Comment le trafic s'effectue-t-il? Découvrons cela dans ce reportage de Yolande Octavinve et Gérard Maniagne. À situation d'urgence, réaction d'urgence. Après plusieurs réflexions menées à ce sujet, le gouvernement de la République prend le taureau par les cornes en trouvant une solution palliative en adoptant une stratégie visant à soulager les usagers. Je suis venu avec ma collègue pour apporter des solutions. Nous avons déjà quelques engins en plus pour pouvoir, n'est-ce pas, rétablir la circulation des biens des personnes. Parce que naturellement, comme vous le constatez bien, au niveau de l'économie, si les véhicules ne circulent pas, il y a une contrepartie, il y a un impact négatif. Et le gouvernement a pris la résolution, n'est-ce pas, d'apporter tous les moyens nécessaires afin que nous rétablissions la circulation. Naturellement, le gouvernement aussi s'excuse des désagréments causés à la population, mais tout est mis en œuvre pour apporter des solutions rapidement. Les autorités, dont la mission vise l'élaboration d'un plan de restructuration, a organisé une descente sur le site pour apprécier le démarrage des travaux. Nous comptons accélérer les travaux avec la saison sèche qui va arriver et on trouve une solution par rapport à ce qui se pose sur le terrain. La population, à travers ce vaste chantier, pourra circuler et oublier le désagrément causé qui reste le sujet majeur tant que la solution définitive en cette période où la météo n'est pas toujours en notre faveur. Vous en doutez bien que la dégradation de la Nationale 1 occasionne déjà des difficultés d'approvisionnement de certaines denrées alimentaires, telles que la banane plantain. Nos reporters se sont rendus au marché banane pour constater de visu ce qu'il en est. Arnaud Babekong, Alex Nkogé. Le marché banane, l'une des victimes de la dégradation de la Nationale 1 au PK80. À l'intérieur de cet espace, les commerçantes spécialisées dans la vente de la banane plantain se mordent les doigts. Les pertes sont énormes à cause de la durée du trajet. Mais on risque de ne plus amener parce que vous-même, vous voyez ce qu'on endure. Depuis pratiquement 4 jours, une semaine, la marchandise est en route. Regardez un peu l'effet de cette situation. Mais arrivé là, aux 80, la route est coupée. On fait une semaine avec la marchandise. Et la marchandise, vous-même, vous voyez l'état de la marchandise. Pour cette commerçante, c'est presque un chargement perdu. Au sol, on peut apercevoir les restes d'une cargaison estimée à plusieurs centaines de milles. Ce camion-là a fait au moins une semaine de route. La route de PK80, vraiment, c'est gaspillé. Les femmes ont perdu, une personne comme moi, je vis que de ça. Et tout est gaspillé. Mais on ne peut pas augmenter les prix quand la marchandise est gaspillée. On augmente les prix surtout quand la marchandise est en bon état.
C'est là qu'on essaie un peu de gagner quelque chose. Mais là où c'est gaspillé, tout est pourri. On ne peut rien faire. Les étals sont vides à perte de vue pour un espace qui fait le plein en temps normal. À côté des quelques tas de bananes encore visibles, les regards de ces commerçants sont hagards et anxieux face à l'amertume occasionnée par le manque à gagner. Une situation susceptible de provoquer la pénurie de cette denrée alimentaire dans la capitale gabonaise. Ces conséquences socio-économiques sont quand même nombreuses, y compris sur le tronçon Ntoum-Kango. Voyons cela avec Wivine Ovandan et Francis Bonja. Bien malin, celui qui peut encore parcourir le tronçon Ntoum-Kango en 1 heure. Pour effectuer ce trajet long de 60 km seulement, il faut aujourd'hui attendre plusieurs heures, voire des journées entières pour espérer sortir des bourbiers. Et là, c'est sans compter avec la chute des conteneurs et des accidents de gros porteurs. Les automobilistes doivent user de beaucoup de dextérité. La situation ne va pas sans conséquences. Des denrées alimentaires qui, au regard de la durée des voyages, arrivent dans un état impropre à la consommation. Côté voyageurs et opérateurs économiques, la période de vacances, période au cours de laquelle on enregistre un pic dans les déplacements. Or, le tronçon Libreville-Kango n'offre à ce jour aucune garantie de confort. Même inquiétude dans les agences de transport qui voient leur chiffre d'affaires baisser considérablement. Autre dommage collatéral, la réparation des véhicules qui occasionnent des dépenses supplémentaires aux automobilistes. Et pour clore ce chapitre de désolation, le transfert en urgence des malades de l'arrière du pays vers la capitale. La Nationale 1, principal axe routier reliant Libreville au reste du pays, est devenu un immense piège à ciel ouvert. Pourtant, un plan d'intervention rapide d'un montant de 900 millions avait été élaboré par le ministère des Travaux publics pour mettre un terme à cette situation. Plusieurs mois après, les usagers s'interrogent sur l'utilisation de ces fonds au regard de l'état de dégradation de cette route. Voilà ainsi clos le dossier de la rédaction de Gabon Télévision. À l'instant sur ce plateau, Monsieur François Mangari, secrétaire général de la chancellerie du ministère de la Justice, qui est là pour une communication. Nous vous écoutons, Monsieur le secrétaire général. Merci, Madame. Communiqué du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Mesdames et Messieurs, Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, informe la communauté nationale et internationale que notre pays célèbre, à l'instar des autres États membres de l'Organisation des Nations Unies, le 10 décembre de chaque année, la Journée internationale des droits de l'homme. À cet effet, les activités de cette journée, dont le thème est « Œuvrons pour l'égalité, la justice et la dignité humaine », prévues pour se dérouler le 10 décembre 2019, sont reportées au 18 décembre de la même année. Je vous remercie. Merci encore, Monsieur François Mangari. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la chancellerie du ministère de la Justice. La suite de cette édition d'information, comment faire face à la tuberculose et au VIH-Sida, deux pathologies de santé publique qui a permis ce matin que les experts se penchent essentiellement sur la question, et cela au cours d'un forum. L'initiative est du ministère de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Betty Ndembe, Chris Rodolphe Lebanda nous font le point dans ce reportage. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, plus que jamais déterminé à combattre la tuberculose et le VIH-Sida. 2 jours durant, les professionnels de ce secteur devront trouver des stratégies et mettre en place un plan d'action afin de mieux suivre les malades et lutter contre ces pandémies. Il se pose des problèmes d'organisation parce que notre système de santé n'arrive pas encore à rapprocher l'offre de soins en matière de VIH, tout comme de tuberculose, des populations. Prenez par exemple le VIH, les centres de traitement ambulatoires se retrouvent aujourd'hui au niveau des chefs-lieux de province. Le gouvernement, pour sa part, mobilise des ressources en prenant en charge l'achat des médicaments. Contrairement à d'autres pays qui bénéficient des subventions internationales, le Gabon assure lui-même, le gouvernement, l'achat des antirétroviraux, mais également les traitements antituberculeux de première ligne.
sensibles, environ 4 milliards de francs sont déboursés pour l'achat de ces médicaments pour permettre aux populations de pouvoir être soignées. Après l'ouverture de ce forum qui a pour thème « Agissons ensemble pour mettre fin à la tuberculose et au VIH-Sida », le secrétaire général du ministère de la Santé et les autres parties prenantes ont visité les stands où sont spécialement exposés ces médicaments. Un atelier d'initiation à la prospective s'est ouvert ce matin à la mairie de Libreville. Une trentaine de jeunes d'horizons divers ont été sélectionnés pour prendre part à cet atelier qui avait pour thème principal Laboratoire du Nouveau Monde. Janice Andangema et Jean de Dieu Mambondou qui se sont rendus à la mairie nous donnent ici plus d'explications sur ce concept. L'initiative des laboratoires d'idées permet effectivement au système des Nations Unies et les autorités municipales de Libreville de tirer un meilleur profit des capacités intellectuelles et la force d'action de la jeunesse. Être jeune, c'est nécessairement se projeter, anticiper, rêver toujours à des lendemains qui chantent. La jeunesse est l'heure à laquelle le génie s'éveille et parle le plus et de façon audible. Avec l'âge, la voix du génie devient moins audible. L'atelier d'initiation à la prospective du concept Les laboratoires du Nouveau Monde est en phase avec la politique nationale pour la jeunesse. Conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, la mairie de Libreville s'est résolument engagée dans un processus de démocratie participative. La prise en compte des aspirations des populations et leur implication dans la gestion de la cité demeure une réalité pour cette commune de Libreville. L'expérimentation pilote en tête gabonaise des laboratoires d'idées devra aboutir à une définition et à la formalisation d'un véritable outil de participation des jeunes à la transformation des cités urbaines. Dans ce journal, nous recevons David Mbourou Kunda. Il est architecte TIC. Bonsoir, Monsieur Mbourou. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous parler des assises de l'informatique et du numérique, notamment en ce qui concerne la restitution du rapport de la première édition. Qu'en est-il exactement? Alors, ce qui se passe, c'est que oui, nous avons prévu donc de faire une restitution de la première édition. Alors, de ce qui ressort principalement de ce rapport, c'est qu'il y a quand même des points positifs sur la stratégie du numérique. Notamment, on a constaté que ça contribue à 5%, par exemple, sur le PIB. On a aussi constaté que les coûts d'Internet ont été réduits par 10 ces 6 dernières années. Mais de l'autre côté, on a constaté en fait que il y a des recommandations qui sont très urgentes, notamment sur l'éducation, sur la santé, sur la justice, parce que on constate principalement que toutes ces administrations ne sont pas suffisamment digitales. Il y a un autre point qui est très important, c'est qu'on a constaté que le gouvernement a une stratégie pour 2025 de pouvoir fournir 20 000 emplois. Le problème, c'est que quand on regarde un peu la stratégie qui est mise en place, sachant qu'actuellement nous sommes à 2000 emplois directs, on se demande comment en 5 ans on pourra faire pour atteindre ces 20 000 emplois avec les orientations qui ont été prises en compte. Alors, Monsieur Mbourou, vous nous retracez, Mbourou Kunda, oui. Voilà, vous nous retracez là les points positifs justement de cette restitution du rapport. Quelle est la particularité justement de cette restitution en ce genre de rapport? Alors, la particularité, c'est que déjà, vu que ça a été organisé avec un comité constitué quasiment de 100 experts, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on essaye, juste après les constatations, de faire des recommandations pragmatiques. Et enfin, le
dernier point, c'est qu'on donne suffisamment de visibilité sur les actions urgentes qu'il faut faire en fait. Et est-ce que par la suite, il y aura un suivi par rapport à ces recommandations? Nous espérons, parce que quand même, c'est des travaux qui ont été longs. Donc on se dit, vu qu'on a quand même abordé des points qui sont très importants comme la cybersécurité, comme la souveraineté des données, comme l'urbanisation des systèmes d'information, il y a quand même des points qui sont critiques, qui sont très importants, que nous estimons que le gouvernement n'a jamais pris ces points-là en compte. Parce que ce qui a été pris en compte, en fait, c'est une focalisation sur de l'infrastructure. Sauf qu'il n'y a pas que les infrastructures. Il faut mettre en place des moyens d'accessibilité. Il faut développer l'expertise pour qu'il y ait réellement un plus grand impact sur la société et l'économie. Alors, l'événement a lieu quand? Demain, à quelle heure et où? Alors, l'événement a lieu demain à 10h à l'hôtel Reindama. Donc, nous allons restituer ce rapport qui sera accessible à tout le monde. Merci bien, Monsieur David Mburukunda. Je rappelle que vous êtes architecte TIC. Merci. La suite de cette édition d'information, la corruption dans les marchés publics, thème de la journée nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Des activités ont donc été organisées par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, à l'exemple de ces conférences débats essentiellement axées sur l'implication des entités administratives dans le processus d'exécution des marchés publics, des échanges qui ont donc permis de mieux présenter les facteurs de risque de corruption. Rodolphe Mukambi-Bouma, Hervé Ndigué. C'est une célébration nationale dont le thème choisi s'attaque directement à une préoccupation qui gangrène l'investissement public, la corruption dans les marchés publics. Le choix de cette thématique par les pouvoirs publics n'est pas fortuit, mais il est révélateur des pratiques occultes qui entourent la passation, l'exécution et le contrôle de certains marchés publics dans notre pays. Toutes choses qui grèvent considérablement le budget de l'État pour un service rendu très discutable, voire inexistant dans bien de cas. Plusieurs entités administratives et les acteurs impliqués dans le processus d'exécution des marchés publics ont présenté une dizaine d'exposés allant des missions de ces derniers aux facteurs de risque de corruption. En fin d'exercice budgétaire, on peut se retrouver avec un certain nombre de projets qui ont du mal à être mis en œuvre, simplement parce que c'est à ce moment-là que l'ensemble des services d'administration vont saisir l'organe central des marchés publics pour passer ces marchés. Lorsque nous recevons un dossier, nous nous attelons à faire un contrôle de fond et de forme, pour nous assurer que la dépense que nous payons est d'abord dans un premier temps en conformité effectivement avec les documents qui nous sont fournis. Et dans un second temps, il faut effectivement vérifier si les dossiers qui nous sont transmis sont également complets. 40 à 60% du budget de l'État s'exécute dans les marchés publics. Un taux important qui fait courir le risque élevé de corruption malgré une législation en vigueur. Au titre des sanctions, il y a aussi bien le recours à des sanctions pénales, disciplinaires, et le recours à des sanctions pécuniaires. Nous pouvons par exemple citer le fait de retirer l'agrément de commerce à un opérateur qui aura été épinglé d'un délit de corruption. La journée nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, instituée en 2010, vise entre autres à sensibiliser, conscientiser, prévenir et susciter sur l'agent public et le citoyen des comportements tendant à rejeter la corruption et l'enrichissement illicite par la culture des valeurs d'éthique et d'intégrité. L'édition de cette année coïncide avec la vaste opération anticorruption menée par les pouvoirs publics, dont les interpellations enregistrées ces dernières semaines occupent les conversations publiques. L'entrepreneuriat reste une alternative pour lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Ces derniers acquièrent l'expérience professionnelle par la mise en place des projets porteurs. L'ONU, en partenariat avec Cyberschool Entrepreneuriat, initie une formation à l'endroit de plusieurs jeunes, lesquels ont d'ailleurs été primés à l'issue de cette formation. Des précisions avec Stevio Yann-Mesui, Richard Moubiwa. Ils ont eu droit à 2 semaines pour s'imprégner des techniques managériales qui distinguent un bon entrepreneur. Plus de 200 jeunes ont pris part à cette formation, au terme de laquelle 21 ont été primés. Mon objectif ici, c'est de produire sans rupture de stock, en commençant d'abord par la tomate. À cause du fait que
La tomate est très chère à une certaine période de l'année et cela nous vient en général du Cameroun. Donc voilà plus ou moins mon projet. La mise à disposition officielle du business plan au profit des opérateurs économiques, des incubateurs et des entrepreneurs insuffle une dynamique véritable dans le concept auto-emploi, leitmotiv des pouvoirs publics. Nous avons saisi cette opportunité offerte par Cyberschool qui voulait présenter à l'écosystème entrepreneurial un outil qu'ils ont développé, un outil qui va permettre de réaliser plus facilement des business plans, mais également de partager avec les différents acteurs d'accompagnement d'un projet, à savoir les incubateurs, mais également les établissements de microfinance, le même outil pour pouvoir mieux suivre les projets. La diversification de l'économie prend tout son sens à travers cet outil révolutionnaire qui met en exergue la puissance du numérique. Il y a eu un concours de business plans sur 222 personnes. Nous avons primé 21 lauréats. Voilà. Donc le business plan, l'application est officiellement lancée depuis aujourd'hui. Au moment où la fonction publique éprouve des difficultés à embaucher, le taux emploi se positionne comme une solution fiable contre le chômage selon l'Office national de l'emploi. La politique du plein emploi est une préoccupation pour les autorités qui ont mis la priorité sur la formation professionnelle. C'est donc dans ce contexte que l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel a revu son mode d'organisation, y compris ses missions. Ceci pour redynamiser bien évidemment les différents CFPP du Gabon. Henrik Bokoko, Victor Mundunga. Favoriser l'insertion des jeunes en leur permettant d'avoir une qualification, tel est le leitmotiv de l'Agence nationale de la formation et du perfectionnement professionnel, d'où les réformes engagées au sein de cette entité. La réforme actuelle du système de formation professionnelle est une commande express de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est donc dans cette optique-là et dans cette vision-là que s'inscrit l'ANFPP, à pouvoir répondre aux défis de l'heure, à pouvoir offrir des formations qui tiennent compte des besoins des bassins économiques. Un conseil d'administration s'est tenu récemment au sein de l'ANFPP. Les résolutions laissent apparaître un élan de redynamisation. Ce conseil d'administration-là, nous avons pu faire acter notre plan d'action. C'est un plan d'action qui repose sur 9 objectifs stratégiques pour 45 résultats attendus. Toute cette mise en œuvre de ce plan d'action vise une seule chose, pouvoir donner à la formation professionnelle, à travers l'agence, le rôle qu'elle doit jouer, le rôle de pouvoir mettre à la disposition de la nation les personnels dont la nation a besoin pour le développement socio-économique de notre pays. Les responsables de la dite agence iront sous peu à l'intérieur du pays pour une mission. Objectif, créer un déclic au sein des 9 CFPP du Gabon, avec pour résultat attendu l'amélioration de l'offre de formation professionnelle. Pour l'instant, le président du Conseil économique et social environnemental, René Desmaisons-Obiang, était à Conakry en Guinée. Il a pris part à l'élection d'Adja Rabiatou Serra Diallo à la présidence de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements de la francophonie. Guy Frendon-Obiang, Adeline Abemondo. 14 pays ont pris part à cette Assemblée générale élective à Conakry de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements de la francophonie qui a vu l'élection de la Guinéenne Adja Rabiatou Serra Diallo à la présidence. C'est donc un moment exceptionnel puisque vous savez que la présidence de l'UCESIF est portée à tout le rôle par les pays des différents continents. Cette fois-ci, il revenait au continent africain de porter les destinées de l'UCESIF et le choix a été porté sur notre sœur Serra Diallo pour le faire. C'est une dame particulièrement brillante qui a un long parcours syndical, politique et professionnel en Guinée. Dans ce nouveau bureau, le Gabon occupe la vice-présidence. L'honneur cette année d'être porté au poste de vice-président de l'UCESIF pour accompagner Madame Serra Diallo et moi-même en tant que président, c'est avec plaisir que j'accompagnerai cette sœur dans ses lourdes fonctions pendant les 2 prochaines années. Placé sous le sceau de la diversification culturelle dans l'espace francophone, le magistère de Adja Rabiatou Serra Diallo prendra fin en 2021.
Un communiqué dans cette édition d'information, il nous émane de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme procédera mardi 10 décembre 2019, c'est-à-dire demain à partir de 9h30 à l'audition du ministre de l'économie et des finances sur le projet de loi relatif à la gouvernance des établissements publics. La présence de tous est vivement souhaitée. La suite de cette édition d'information volet politique avec cette rentrée politique des membres du Parti démocratique gabonais du 2e arrondissement de la commune de Libreville. La cérémonie s'est tenue conformément au statut de cette formation politique. Occasion pour les PDGistes de réaffirmer leur engagement auprès du président Ali Bongo Ondimba pour le bien-être des populations. Lardingue Mamba, Eric Mokoko. Conformément aux directives du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais, les PDGistes du 2e arrondissement de la commune de Libreville ont effectué leur rentrée politique. Occasion tout indiquée pour ces militants du parti au pouvoir de réaffirmer leur engagement sans faille en la personne du président Ali Bongo Ondimba. Un rendez-vous comme celui-ci, chers camarades, est toujours l'occasion de jeter un œil sur le rétroviseur et de poser les jalons d'une perspective. En effet, il y a un an, parti de très loin, des affres de 2000. Voilà. C'était là ce reportage qui était consacré aux membres du Parti démocratique gabonais du 2e arrondissement de Libreville. Cela dit, un communiqué à nouveau, il nous émane justement de la SCG qui dit ceci. Eh bien, la SCG informe sa clientèle des fortes perturbations actuellement observées dans la desserte en électricité des régions du Moyen-Ogooué, de l'Angounié et de la Nyanga. Ces perturbations sont consécutives aux difficultés d'acheminement du gasoil par voie terrestre vers les centrales de production d'électricité, avec pour conséquence, bien évidemment, l'interruption de la fourniture pour une grande partie de sa clientèle. La SCG est en train d'examiner toutes les alternatives pour assurer la mise à disposition du gasoil dans les régions indiquées. Aussi exprime-t-elle ses regrets à sa clientèle durement affectée par cette situation indépendante de leur volonté. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Encore toutes nos excuses pour la qualité de notre voix. Rendez-vous avec l'information à partir de 23h. Cabrel Guillain, les mamies, se fera le plaisir de vous informer. Et moi, je vous retrouverai peut-être demain à 20h, toujours avec le même plaisir. Bonne soirée sur les programmes de Gabon Télévision.